Donc, bienvenue à ce webinaire sur la modélisation de bases de données. Donc, ça fait directement écho au projet 6, mais pas seulement. Le projet 5 est impliqué. Et derrière cette activité de modélisation, en particulier par le fait qu'on utilise un diagramme de classe, UML pour le faire, ça peut même être très utile pour ceux qui débutent la programmation orientée objet, c'est-à-dire au niveau du projet 3 et après. Donc, à ce niveau-là, peut-être qu'on y trouvera des intérêts divers en fonction de la position sur le parcours et des difficultés. Alors, la thématique aujourd'hui sera vraiment orientée base de données, mais on va voir que la première préoccupation, ça va être de modéliser le domaine fonctionnel, et ça, c'est une activité qui est aussi importante dans le cadre d'un programme orienté objet que dans le cadre de l'établissement d'un modèle de données pour une base de données, précisément. Donc voilà, donc je propose de démarrer directement dans le vif du sujet. Je me suis attardé sur ce point, puisque je valide énormément de projets 6, de projets 9 également. Souvent dans le projet 9, je vois que les modèles de données du projet 6 ont été validés, parfois après 2 passages et parfois sur des modèles de données qui ne répondent pas complètement à la demande. Il y a pas mal de difficultés sur ce point. Le projet 6, c'est un des projets techniques où il y a le plus d'échecs. Et donc, j'essaie de voir et d'essayer de montrer comment éviter un certain nombre de pièges, notamment pour éviter les pièges sur le P6. Si vous voulez des réponses concrètes, n'hésitez pas sur le Discord à rejoindre le salon Projet 6 si vous êtes sur ce projet. Dans les messages épinglés, j'ai épinglé un message qui liste ou qui fait une checklist des différents pièges dans lesquels ne pas tomber, par exemple. Donc, ceux qui sont concernés, n'hésitez pas à aller concrètement voir de quoi il retourne pour ce projet. Ici, on va être directement dans cette thématique, mais bien sûr, je ne vais pas réaliser avec vous la base de données de OC Pizza, ce serait pas du jeu. Donc, j'ai décidé de me focaliser sur un des outils que j'aime particulièrement et que j'utilise au quotidien. C'est la bibliothèque virtuelle de Aurélie. Donc, sans aller sur une modélisation complète, cette bibliothèque virtuelle, alors qu'est-ce qu'elle me permet de faire? Elle me permet de rechercher un certain nombre d'ouvrages. Et donc, si je tape Learning Python là-dedans, je vais apparaître un certain nombre de livres et de formations sur Python, par exemple. Donc, l'idée, c'est que j'ai des livres, j'ai des vidéos que je peux rechercher, mettons par titre et par auteur, et également par mots-clés. J'ai également des formations auxquelles je peux assister. Et par exemple, si je vais sur ma homepage, par exemple, je regarde qu'il y a des live trainings, donc des webinaires, en fait, un petit peu comme aujourd'hui. On peut s'inscrire à ces webinaires, donc les utilisateurs sont libres de s'y inscrire. Et j'aimerais un peu modéliser avec vous le modèle de données qui est derrière une telle solution, sans être exhaustif, mais on va voir, essayer de voir quels sont les objets qui sont impliqués, quelles sont les éventuelles relations entre ces objets et comment ça va évoluer au fur et à mesure qu'on avance vers le modèle physique de données d'une base de données. Et on va essayer de voir comment donc s'organise une base de données dont le nombre de tables est déjà un peu plus important que que les 5 tables ou 4 ou 5 tables du projet 5. Voilà. Alors, allons-y et on va essayer de réfléchir. Bibliothèque virtuelle, livres, vidéos, on a dit utilisateur, catégorie, tag et live training, donc mettons webinaire. Ok. Donc ici, une modélisation objet peut toujours commencer par une liste finalement des concepts que vous avez à disposition. Je vois toujours des gens au projet 5, par exemple, qui mettent dans une même table des notions de catégorie, de magasin, de produits.
Et au sens objet, on a ici clairement des entités qui sont différentes, des choses qui sont différentes. Dans la vraie vie, on va, euh, on va séparer sur une voiture, par exemple la voiture, les pneus, le moteur, etc. Donc, on peut ici vraiment faire la même chose. Et une première étape de la modélisation, ça va être une sorte de brainstorming avec vous-même, ou alors si vous avez une compagne ou si vous avez de la famille ou des gens qui travaillent avec vous, n'hésitez pas à les impliquer également dans ce brainstorming. On est là en train de faire un site de bibliothèque, alors essayons de lister les concepts. Pour ce brainstorming, je vais commencer toujours par utiliser des classes en UML. Alors, ceux qui ont déjà fait du UML, hein, une classe, ça se présente comme ça, avec le nom de la classe, avec le nom des attributs de la classe et avec ensuite les méthodes de la classe. Sur un diagramme de base de données, sur le modèle physique de données, vous aurez en plus encore les types de données SQL. Vous aurez des clés primaires, vous aurez des clés étrangères, vous aurez toutes sortes de choses telles que les index qu'on va retrouver et qui finalement vont un peu vous noyer dans le détail. Et l'idée de la première étape de modélisation qu'on va réaliser ici avec un diagramme UML de classe, c'est justement d'éviter de sombrer dans le détail. On va essayer de voir la vue d'ensemble. Je vois beaucoup d'étudiants qui, dans la première semaine du P6, arrivent directement vers moi en disant « Ouais, j'ai déjà fait le modèle de base de données. Maintenant, il va falloir que je fasse rétroactivement le diagramme de classe. » Et souvent, il y a pas mal d'erreurs parce que sur quoi ils se sont focalisés durant cette première semaine? Ils se sont focalisés sur les détails de la base de données. Ils ont pensé vraiment primary key, clé étrangère, comment ça va se passer, etc. Est-ce que je dois mettre on delete cascade, etc. Ils ont pensé base de données, ils ont pensé implémentation. Ici, vraiment pas, prenez pour habitude de partir vraiment le plus général possible pour ensuite ajouter du détail. On n'est pas fait, être humain, pour penser tout de suite dans le détail. Alors, on va résumer une classe comme celle-là. Alors ici, dans une classe, j'aurai des livres. C'est une classe. Une autre classe peut être des vidéos. Ces vidéos, ça peut être des cours vidéo. Alors, je vais mettre généralement les classes au singulier. Ça peut être en cours vidéo ou ça peut être en training vidéo. Soit c'est quelque chose de live, soit c'est quelque chose de plutôt asynchrone qui a été enregistré. Mettons une vidéo pour l'instant et on va ici, donc ici, détailler en cours vidéo. Et puis, un training vidéo. Sur le brainstorming, vous allez vraiment essayer de mettre tout ce à quoi vous pensez, sans pour l'instant savoir si ça va vraiment être utile à la fin. Ici, une catégorie. Une catégorie à la fois pour ranger mes livres, mais pour ranger les vidéos et tout ça. Si je veux associer des étiquettes ou des tags, alors je pourrais mettre tag ou étiquette. Je ne sais pas si tag ça parle à tout le monde. Je sais qu'en France on n'aime pas les anglicismes. Donc étiquette, on va y arriver. On va y tenter. Pardon. Voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir encore ici? Des utilisateurs, bien sûr. Alors les utilisateurs, c'est toujours en point délicat. Alors ici, on peut avoir deux types d'utilisateurs. On peut avoir les utilisateurs tels que moi avec la bibliothèque d'Aurélie, je suis en client, en consommateur. Okay, je paye un abonnement et j'ai accès à cette bibliothèque. Enfin, mon employeur paye un abonnement et du coup, j'ai accès à cette bibliothèque. Tandis que d'autres personnes auront accès à cette même bibliothèque, peut-être plutôt du côté
back-office, on peut imaginer que c'est des administrateurs ou des personnes qui vont maintenir cette bibliothèque. À la fois le mainteneur du site web, mais également des gens qui vont ajouter des informations et des choses comme ça. Donc, c'est tous des utilisateurs qui vont avoir besoin de la solution. Mettons des utilisateurs. Et puisque on a des différents types d'utilisateurs, plutôt que de définir directement plusieurs classes d'utilisateurs différents, il semble souvent plus facile, alors, je vais y arriver, d'avoir une classe utilisateur et éventuellement un rôle. Et associé à un rôle, je pourrais éventuellement avoir des droits d'accès ou des droits. Okay, le client aura le droit d'accéder à son propre compte, il aura le droit de visualiser la partie publique du site, tandis qu'un administrateur, lui, il aura accès à son compte, mais il aura peut-être accès au compte de certains clients ainsi qu'à des outils d'administration du site. Donc, l'administrateur n'est rien d'autre qu'un utilisateur comme les autres, mais avec un rôle différent et des droits différents. Voilà, donc ici, catégorie, livres, vidéos, tout ça, donc on est pas mal. Ici, j'ai pas de notion de commande parce que je peux pas acheter, mais on pourrait imaginer que sur un site comme celui-là, je puisse acheter peut-être les livres que j'emprunte ou que je lis et je pourrais avoir une notion de commande. Alors, j'ai une notion de commande en fait ici puisque je paye une souscription. Donc, on pourrait avoir donc ici une souscription au site. Donc, on va le faire comme ça, souscription. C'est en achat. Voilà. Si j'avais la possibilité d'acheter les livres, de les mettre de côté dans un panier, puis de les payer, ben, j'aurais également une commande, un panier et des choses comme ça. Donc, des éléments que vous allez retrouver sur différents sites de e-commerce. Alors, la première étape, c'est déjà de franchir ce pas, de vraiment penser à tous ces concepts qui sont importants pour l'application. Donc, commande, panier, produit. Bon, produit est composé d'ingrédients dans le projet 6, par exemple. N'oubliez pas qu'un ingrédient peut être également stocké dans un restaurant, etc. Et vous avez gentiment, vous allez identifier les différentes entités importantes du modèle. Pour l'instant, on a quelque chose qui me satisfait ici. On va pas encore aller dans le détail des classes. Donc, n'hésitez pas à retarder le plus possible le moment où vous allez vous noyer dans le détail, puisque lorsque vous allez aller dans le détail, vous allez plus réussir forcément à voir l'ensemble. C'est un moment qui est moins propice à regarder l'ensemble. Donc, essayons maintenant de se concentrer, et ça c'est la deuxième étape que je recommanderais, c'est de se concentrer sur les relations entre les différentes entités. En effet, quelles sont les entités qui sont en relation? Est-ce que le rôle d'un utilisateur est en relation avec un livre? Je dirais probablement pas. Est-ce que le droit ou une étiquette est en relation avec un livre? Alors oui, une étiquette, je vais pouvoir associer des étiquettes à des livres. Alors pour l'instant, essayons de déterminer qu'est-ce qui est en relation. Les livres sont en relation avec les catégories. Ne vous, je dirais, formalisez pas dans un premier temps si ça vous semble aller dans tous les sens, si votre diagramme n'est pas joli. Okay. Éventuellement, vous pouvez travailler sur des sous-parties du diagramme si ça devient trop fouillis, par exemple. Donc ici, j'ai la même chose pour les vidéos, les livres. Et alors maintenant, les vidéos vont être aussi liées aux étiquettes. Et les vidéos vont être aussi éventuellement liées aux catégories.
Et training et cours vidéo, ça peut être deux types de vidéos distincts. Par exemple, donc, quelque part, c'est lié aux vidéos, on verra comment, par exemple. Donc, on essaye de définir où sont les relations. En utilisateur, lui, il peut avoir une souscription active ou en paiement. Alors, on va faire une souscription qui est liée à un paiement. Sa souscription, elle peut avoir un statut qui est active ou inactive, par exemple. De nouveau, statut, actif ou inactif. Et l'utilisateur, il peut avoir un rôle. Et ce rôle peut être finalement lié à certains droits. L'utilisateur va avoir des données de contact, par exemple, typiquement une adresse, etc. Vous voyez que le modèle se complexifie de lui-même. Et finalement, mon utilisateur va pouvoir lire des livres et voir des vidéos. Alors là, je commence à voir qu'il y a une sorte de triangle ici. Ça commence à être finalement un peu complexe, parce que l'utilisateur il va pouvoir voir des livres et des vidéos. Alors finalement, on peut introduire un concept, ce serait le concept de ressource. Je peux l'appeler ressource. Une ressource, c'est quelque chose qui pourra être étiqueté ou qui aura une catégorie et qui pourra être visionné par un utilisateur, par exemple. Donc, à ce moment-là, ça me permet d'éventuellement simplifier mon diagramme un peu et éviter le genre de croisement qu'on aura voilà, dans. Ici, on voit qu'une ressource, c'est un petit peu au centre de tout. Une ressource, c'est soit un livre, soit une vidéo. Une vidéo, c'est soit un training vidéo, soit un cours vidéo. Une ressource, ça a une étiquette ou une catégorie. Et une ressource, ça peut être visionné par un utilisateur ou sélectionné par un utilisateur. Alors maintenant, la relation entre la ressource et l'utilisateur, qu'est-ce qu'il peut faire avec? Alors, l'utilisateur peut visionner une ressource et il peut également la mettre l'enregistrer, par exemple, dans des favoris ou l'enregistrer dans une playlist, par exemple. Alors hop, mettons une playlist ici, donc en utilisateur playlist. Un utilisateur va être associé à une playlist et une playlist va enregistrer plusieurs ressources sur une thématique donnée, par exemple. Voilà. Alors, le modèle est relativement complexe ici et ce qu'il faut garder en tête, c'est que les concepts que moi j'identifie ne sont pas les concepts que vous allez identifier ou que votre voisin va identifier ou qu'un autre développeur qui parle avec vous sur Discord ou sur n'importe quel autre groupe de chat va identifier. Donc, ayez confiance en votre instinct. Une bonne façon de faire, éventuellement, ça peut être de décrire le problème que vous allez essayer d'aborder. Ici, je vous ai décrit oralement ce qu'était cette bibliothèque en ligne. Alors, vous pourriez, par exemple, vous, quand vous abordez un problème, essayer de décrire sous la forme d'une description textuelle, comme si vous écriviez une rédaction de une page sur ce que vous allez essayer de modéliser. Et sur cette rédaction, vous allez essayer de souligner ou de surligner avec un stylo jaune fluo, par exemple, ou de surligner les concepts importants. Donc, vous voyez que tous mes concepts ici sont des noms. Il n'y a aucune action là-dedans, c'est des choses, c'est des classes, et une classe, c'est une chose.
C'est en livre, c'est une catégorie, c'est un utilisateur, c'est des choses qui sont soit tangibles, un utilisateur, je peux le toucher, ou c'est une personne. Le livre également, c'est une personne, même si c'est dématérialisé ici dans notre site, mais c'est des choses. C'est pas, par exemple, ici, reading books, par exemple, ou lire livre. C'est pas non plus payer souscription, etc. C'est pas des actions qu'on met dans les classes, c'est vraiment des choses. Et si ici vous identifiez tous les noms qui apparaissent d'une manière ou d'une autre dans la description que vous faites du problème que vous essayez de résoudre, à ce moment-là, vous avez probablement déjà identifié, alors si ce n'est 100%, c'est sans doute déjà entre 60 et 80% des entités, des concepts, des classes qui vont modéliser votre problème. Si vous faites la même chose sur un logiciel orienté objet, prenons le labyrinthe de MacGyver, j'ai le labyrinthe, j'ai MacGyver, j'ai les différents objets à ramasser, j'ai le gardien, je peux avoir éventuellement une case, j'ai le jeu lui-même, j'ai plein de concepts et plein de classes. Donc, je dirais qu'il y a plein d'opportunités sur un programme comme celui-là de faire des classes, et il y a une opportunité de dessiner un diagramme de classe. Vous avez également cette même opportunité sur le P5 ou sur le P7 ou sur le P8. Donc vraiment sur le parcours, c'est pas les opportunités de modélisation qui vont manquer. Voilà. À ce niveau-là, ça peut sembler un peu difficile à attaquer comme problème, mais l'astuce, ça va être d'attaquer petit, toujours petit, avec peu de détails. Et attaquer petit, ça veut dire regarder une relation individuelle. Donc je vais prendre toujours deux classes et je vais analyser la relation entre ces deux classes. Alors ici, je vais mettre une couleur sur mes deux classes. Comme ça, on peut se concentrer dessus. Éventuellement, je peux zoomer, comme ça vous ne voyez pas le reste. Et n'hésitez pas à faire la même chose chez vous. C'est à zoomer. Évitez maintenant de voir l'ensemble et regardez le détail. On a une étiquette et une ressource. Une ressource, c'est un livre ou une vidéo, on l'a déjà dit. Et ici, l'idée serait de pouvoir, une ressource, lui ajouter des étiquettes, des tags. Par exemple, une ressource pourrait avoir le tag Python et le tag database. Et encore le tag web, par exemple. Donc 3 tags. Mais dans le tag Python, il pourrait y avoir plusieurs livres également. Il pourrait y avoir Learning Python, Automate the Boring Stuff, Fluent Python, éventuellement même d'autres ressources. Donc, ici, on va commencer à essayer de voir comment décrire cette relation. Alors, je vais mettre mon doigt là-dessus. Alors, mettre mon doigt là-dessus, c'est-à-dire que je vais me demander une ressource. Une ressource, c'est combien d'étiquettes? Donc, j'ai vraiment mis le doigt là-dessus et je regarde en direction d'étiquettes. On a dit une ressource, c'est plusieurs tags éventuellement. Python, database et Python, database et autre chose. Donc déjà Python et database, c'est deux. Alors ici, on va ajouter ce qu'on appelle les multiplicités. Ici, pour l'instant, je vais juste mettre 2 points pour me souvenir que je dois la mettre, mais je vais pas. Moi, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est que je pose le doigt sur cette ressource en orange et je m'intéresse à ce chiffre ici. Donc, une ressource, combien d'étiquettes? Ici, on l'a vu, c'était plusieurs. Donc, je mets l'étoile. La question qui va se poser maintenant, c'est combien à plusieurs? Est-ce que c'est 1 à plusieurs ou 0 à plusieurs? Donc, est-ce que je peux éventuellement avoir une ressource qui n'a pas d'étiquette? Est-ce que je peux éventuellement avoir une ressource qui... est-ce que ma ressource doit obligatoirement avoir une étiquette? Alors, a priori, je pourrais imaginer qu'on ajoute une ressource sans étiquette tant qu'elle appartient à une catégorie, par exemple. Mais
De nouveau, c'est mon analyse qui doit fixer ça. Là, très honnêtement, on pourrait tout aussi bien mettre en point, point, étoile pour dire une ressource peut avoir de une à plusieurs étiquettes. Mon choix ici, c'est de dire qu'une ressource aura éventuellement 0 étiquette ou plus. Voilà. Ça, c'est quand je mets le doigt sur ressources et que je regarde en direction d'étiquette. Maintenant, faisons l'inverse. C'est-à-dire, on repasse ici en jaune et ici, je mets mon doigt sur étiquette. Mon doigt, c'est ce qui fait venir l'étiquette orange et je regarde dans l'autre direction. Donc, toujours, vous devez vous demander dans les deux directions quelle est la multiplicité. Alors, si je mets le doigt sur étiquette et je prends l'étiquette Python. Python, combien de ressources je pourrais avoir sur Python? Alors, je pourrais avoir le livre, comme je l'ai dit avant, Fluent Python, ainsi que Learning Python, Programming Python, Automate the Boring Stuff, Two Scoops of Django, et également quelques vidéos. Donc, finalement, une étiquette va être associée probablement à plusieurs ressources. Une question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'une étiquette pourrait éventuellement avoir 0 ressources ou est-ce qu'une étiquette doit avoir absolument une ressource? Souvent, sur la plupart des logiciels où on peut faire du tag, c'est-à-dire on peut ajouter des étiquettes, souvent l'étiquette est créée au moment où je l'ajoute à un premier élément. Donc dans ce contexte-là, une étiquette aurait au minimum une ressource, mais il est possible, il existe des logiciels où finalement j'ai par exemple effacé toutes les ressources, tous les livres ou toutes les vidéos qui étaient associées à une étiquette donnée, puis on se trouve avec 0. Alors ici, juste pour varier, mettons qu'une étiquette est forcément associée à une ressource. Si ce nombre de ressources tombe à 0, l'étiquette est détruite. Voilà, donc on a analysé le problème dans les deux directions. Et vous voyez que cette analyse est très importante. Je crois que sur les projets que je valide ou que je ne valide pas sur le P6, un des problèmes, c'est qu'en tout cas, 40%, voire 50% de ces projets peuvent enregistrer dans une commande une et une seule pizza. Imaginez-vous, vous devez passer plusieurs commandes pour commander plusieurs pizzas pour votre famille. Pas très efficace. Donc, ce type de problème peut directement être résolu si vous menez l'analyse directement de cette manière-là. Okay, donc vraiment, posez-vous la question systématiquement dans les deux sens. Comment est-ce que va se présenter la relation entre vos deux entités, vos deux classes? Si vous faites cet exercice de manière rigoureuse, vous éliminez 100% des problèmes du type « j'ai qu'une pizza dans ma commande ». Voilà. Alors, je repasse ça en jaune et puis du coup, on va repasser tout ça en blanc parce qu'on a fait notre boulot, on a analysé ces deux et on a trouvé une cardinalité. Le but, c'est d'avoir une analyse des cardinalités pour toutes mes relations. Donc également, autre pourcentage de choses qu'on voit même parfois encore au P9, c'est des diagrammes de classe, des modèles fonctionnels qui, pour certaines relations, n'ont pas du tout de cardinalité et d'optionnalité. L'optionnalité, c'est le 0 ou 1, et cardinalité, c'est l'ensemble, et la multiplicité, on va appeler ça également. L'ensemble, ça dépend du vocabulaire employé ou de la langue employée. Donc, ici, on trouve beaucoup de relations qui n'ont pas été analysées. Difficile de s'étonner alors que la base de données ait quelques imprécisions. Une fois qu'on a pris dans le détail, on prend un peu de distance et on va prendre une autre relation. Ressources, catégorie. Voilà, même chose. Je reprends ça. Si vous avez besoin de focus, n'hésitez pas à
colorer les choses que vous analysez. Et de nouveau, vous allez analyser les deux côtés. D'abord, on va mettre le doigt sur ressources et on va se demander une ressource, combien de catégories? Alors, on pourrait, c'est souvent le cas dans, par exemple, dans les blogs ou dans l'utilisation des catégories dans une bibliothèque. On va, contrairement au tag, se dire une ressource, on va essayer de la classer dans une catégorie. Mais de nouveau, c'est quelque chose qui fait du sens pour moi parce que j'ai l'habitude d'utiliser la catégorie comme un outil qui permet de ranger, si vous voulez, une ressource. Comme si j'ai des bibliothèques, plusieurs bibliothèques. J'ai ma bibliothèque Python, j'ai ma bibliothèque Git, puis j'ai ma bibliothèque Java. Et je prends un ouvrage et je dois le ranger dans ces différentes bibliothèques. Pour les relations transversales, j'ai les tags. Je peux taguer une ressource comme Python et comme database. Mais par contre, pour les catégories, j'ai peut-être une étagère dédiée à la programmation et donc une catégorie programmation. Alors, à ce moment-là, une ressource, on va se dire, c'est une catégorie. C'est une. Ici, c'est en. Est-ce qu'une ressource, c'est éventuellement 0 catégorie? Donc, est-ce que c'est 0 à 1 ou est-ce que c'est 1 et exactement 1? Donc, ça, c'est également des questions que vous devez vous poser. Est-ce que, quand c'est 1, est-ce qu'il est possible qu'une fois, j'ai une ressource qui n'est pas de catégorie? Si ma réponse est non à ça, ça aura peut-être une influence au niveau de la base de données, peut-être pas, mais soyez précis au niveau de votre modélisation dans une situation objet, par exemple, 1 à 1 ou 0, c'est différent. De ce côté, maintenant, on va inverser notre modélisation. Donc, je mets mon gros doigt maintenant sur catégorie. Et je regarde l'inverse. Alors pour l'instant, j'ai juste mis des trucs là. Et je regarde dans l'autre direction. Une catégorie. Donc quand je le mets en orange, ça veut dire une catégorie. Combien de ressources? Alors dans une catégorie, je vais évidemment pouvoir ranger plusieurs livres ou plusieurs vidéos. Dans ce cas-là, vous allez ici mettre une étoile. Est-ce qu'une catégorie, par exemple, la catégorie programmation, par exemple, je pourrais éventuellement avoir 0 ressources, 0 livre, 0 vidéo, ou est-ce que je dois avoir obligatoirement une? Ici, les catégories, contrairement au tag, je vais présupposer que je les crée en amont et qu'éventuellement, je peux au début avoir une catégorie dans laquelle je n'ai pas ajouté de ressources. Donc, éventuellement, je vais autoriser le 0. Mais une nouvelle fois, votre analyse sera peut-être différente à ce niveau-là. Ce qui est surtout fondamental ici, c'est plusieurs, mais l'analyse du point minimum est également importante dans certains contextes, donc prenez l'habitude de le faire. Voilà. Une fois qu'on a fini avec ça, on revient, on regarde la vue d'ensemble et on repasse en blanc pour enlever le focus et peut-être maintenant, je vais analyser ce problème ici de cette manière-là. Hop, ressources, livres. Alors en programmation orientée objet, on va dire que le livre ou la vidéo, c'est une spécialisation. C'est une spécialisation de ressources. Donc ressources, ça peut être soit un livre, soit une vidéo, soit alors ici juste soit l'un, soit l'autre. Donc la spécialisation, c'est une flèche et c'est cette flèche-là. Moi, je dois l'inverser. Donc, le livre, c'est une sorte de ressource. Donc, un livre est une ressource. Une vidéo est une ressource particulière. Donc ici, j'ai créé la ressource parce qu'il y a tous mes fils qui commencent à se croiser. Mais ici, j'ai effectivement cette notion de spécialisation
Et cette spécialisation est là en symbole, c'est les flèches. Donc ça me permet d'introduire une chose, c'est que lorsque vous voyez sur un cours Open Classrooms, malgré leurs imprécisions chroniques parfois, des flèches, et que ces flèches se présentent de cette manière-là, alors cette flèche n'est clairement pas la même que cette flèche, ou cette flèche, ou encore ce symbole. Donc, le symbole que vous utilisez sur un diagramme a de l'importance. Donc, il a une signification du point de vue de la modélisation. Ici, la signification de cette flèche d'héritage, ici, c'est une signification est en. Un livre est une ressource. Une vidéo est une ressource. Donc ici, on va vraiment essayer d'utiliser ça. Voilà. Ensuite, effectivement, même chose. Une vidéo, enfin, en training vidéo est une vidéo et en cours vidéo est une vidéo. Donc, on peut effectivement avoir un mécanisme d'héritage qui s'étend ici. Mais ceci dit, j'aurais très bien pu, ici, ressources, éviter l'héritage comme ici. Alors, dans les bases de données, l'héritage n'est pas super. Très honnêtement, si je commence à avoir des hiérarchies d'héritage comme ici, avec une ressource qui est une vidéo, puis une vidéo, c'est soit un training vidéo, soit un cours vidéo, donc un training live vidéo ou un cours vidéo. Éventuellement, là, je peux vouloir simplifier. J'ai la même chose avec les utilisateurs. Un utilisateur pourrait être spécialisé par un administrateur, et puis par un client, et puis par un visiteur, et puis par plein de choses. Le défaut de tout ça, c'est que si je veux introduire ici autre chose, maintenant j'ai des vidéos et j'ai des livres, mais je veux commencer à vendre de la musique ou à proposer de la musique sur le même site, je dois réintroduire une classe ici. Et réintroduire une classe, c'est un nouveau modèle, une modification assez profonde en base de données. Ici, une autre solution pourrait être d'éliminer tout ça et d'avoir quelque chose qui pourrait ressembler à ceci. Une ressource. On pourrait éliminer tout ça, simplifier notre modèle du coup, et par exemple avoir ici un type de ressource, par exemple. Voilà. Un type de ressource. Et parmi les types de ressources, quelles seraient les instances de type? J'aurais le type vidéo, le type livre, le type vidéo training, etc. Ici, ça me permet de représenter toute cette hiérarchie d'héritage avec juste un type. Et ce type, une ressource, aura un et un seul type. Et un type, par exemple le type livre, pourra contenir plusieurs ressources, éventuellement 0, donc 0 ou plusieurs. Une nouvelle fois, j'aurais pu garder ce qu'on avait tout à l'heure avec l'héritage. Et je pourrais le faire. Donc, si vous le faites, faites-le. L'héritage est un concept qui est plutôt orienté objet. Il se représente en Python ou en Java à l'aide de classes et qui ont la possibilité d'hériter d'une autre classe. En base de données, c'est un peu délicat. L'héritage peut être que simulé, si on veut. Donc, ici, si mon objectif, c'est de modéliser en logiciel orienté objet, peut-être que je vais passer en direction de l'héritage. Si mon objectif maintenant, comme au P6, c'est plutôt d'aller en direction de la base de données, je vais peut-être essayer d'éviter un peu l'héritage. L'héritage pouvant être modélisé par une relation 1 à 1
entre euh, entre deux tables, entre deux entités, mais cette relation en à en ne modélise pas toujours un héritage. Donc, un héritage peut être modélisé par une relation en à en, mais une relation en à en entre deux tables n'est pas toujours en héritage. Donc, ici, c'est toujours un peu délicat du point de vue simulation. Et donc, je décide ici d'éliminer ça et d'introduire un type de ressources. Voilà, donc on a nos ressources. Maintenant, il reste les utilisateurs. Alors, mes utilisateurs vont éventuellement lire ou consulter plusieurs ressources, si j'ai une notion historique ici. Donc, un utilisateur va, dans le temps, lire ou voir plusieurs ressources. Et une ressource pourra être vue ou consultée par plusieurs utilisateurs. Donc ici, même chose, je fais le travail, je peux le faire de nouveau avec les couleurs si vous voulez, mais vraiment, c'est important de faire l'analyse dans les deux sens. Ici, vous voyez que c'est également plusieurs à plusieurs. Ne concluez pas de mon analyse que c'est toujours plusieurs à plusieurs. On a une relation plusieurs à un ici et plusieurs à un ici, donc ça peut être plusieurs à un, ou donc on n'est pas forcé d'avoir cette relation multiple partout. Ici, éventuellement, dans cette relation plusieurs à plusieurs, c'est une relation d'historique. C'est l'utilisateur a consulté une ressource et il a consulté une ressource. Éventuellement, je peux en garder en historique daté. Donc peut-être on peut ajouter une notion d'historique, c'est quand est-ce qu'il a consulté la ressource et éventuellement quel est son degré d'avancement dans la lecture ou dans la consultation. Est-ce qu'il a lu 50% du livre ou est-ce qu'il en a lu plus? Donc ici, par exemple, je peux arriver avec ce type de modélisation. Ceux qui ont fait le P5 ou déjà fait de la base de données, il s'agit ici de ce qu'on appelle une classe d'association ou en base de données, ce sera traduit par une table d'association. Donc, une classe d'association se met comme ça ou se modélise comme ça sur notre relation. Voilà, donc on a déjà bien avancé. Maintenant, attaquons la playlist. Un utilisateur peut enregistrer, alors peut avoir ou créer plusieurs playlists. Et une playlist sera associée à un et un seul utilisateur. Donc, regardons ça. Alors, de nouveau, on va faire ça comme ça et ça comme ça. Un utilisateur, combien de playlists? Plusieurs. Est-ce qu'un utilisateur peut éventuellement avoir 0 playlist? Oui. Un utilisateur qui n'a jamais enregistré de playlist n'aura pas de playlist et éventuellement il pourra en avoir plusieurs. Mais chaque playlist ici a été créée par un et un seul utilisateur. Donc ici, est-ce qu'on pourrait avoir une playlist qui a été créée par 0 utilisateur? Personnellement, ici, je ne pense pas. Donc, on va laisser 1 et exactement 1. Je pourrais mettre un point, point 1 si on veut. 1 en général signifie 1 et exactement 1. La playlist pourra simplement, c'est alors playlist, reading list. Playlist c'est pour les vidéos, reading list c'est ici appelons-le playlist, c'est le même concept. Alors playlist va contenir plusieurs ressources, plusieurs livres ou plusieurs vidéos. Et ici, donc ici, on aura le plusieurs pour ici. Voilà. Est-ce que je peux créer de nouveau une playlist qui aurait éventuellement pas de ressources? Alors on peut dire que l'utilisateur va commencer par créer la playlist et après, il va commencer à rajouter des ressources à l'intérieur. Donc éventuellement, une playlist peut avoir 0, mais elle peut avoir plusieurs également ressources à l'intérieur. Et une ressource pourra être dans plusieurs playlists parce que plusieurs utilisateurs différents pourront les ajouter. Le même livre, par exemple, Learning Python, dans leur playlist. Donc également là, on a une relation plusieurs à plusieurs.
Voilà. On peut encore jouer avec l'adresse, le rôle et tout ça, mais le temps n'étant pas extensible, on va en rester là ici pour la modélisation, cette partie de la modélisation. Donc maintenant, l'étape suivante pourra être graduellement de remplacer chacune des tables par plus de détails. Donc éventuellement, chacune des tables va pouvoir devenir ou être remplacée par une classe, par un élément détaillé UML, une classe détaillée, où je vais commencer à détailler un petit peu les choses. Par exemple, une étiquette, qu'est-ce que ça pourrait avoir comme attribut? Alors pour l'instant, je sais qu'il y en a qui aiment bien jouer avec les ID de la base de données, qui aiment bien les mettre partout absolument. Nous analysons le domaine métier, le domaine du problème qu'on essaie de résoudre. On ne pense pas encore base de données, donc pas d'ID ici. Mais par contre, j'aurai éventuellement la possibilité, donc l'étiquette, elle aura essentiellement en nom. On peut essayer de prévoir quelques méthodes, des méthodes qui permettent d'ajouter, par exemple, d'ajouter une ressource à l'étiquette ou des méthodes qui permettent d'en supprimer, etc. Donc, je vous laisse réfléchir au niveau des classes, des méthodes que vous pourriez ajouter à votre objet. Toujours est-il ici, pour notre base de données, les méthodes que vous allez choisir n'ont pas beaucoup d'importance. Toutefois, dans le P6, n'hésitez pas à réfléchir pour chaque classe quelle méthode on pourrait retrouver à ce niveau-là. Donc, je vais détailler donc ici étiquette. OK, on peut donc faire la même chose pour une ressource. Une ressource, ça va être, alors de nouveau, je pourrais avoir plusieurs méthodes. Alors, une ressource, bien sûr, ça peut être un numéro de référence. Une référence. Alors, la référence, par exemple, si j'ai un livre, ça peut être le numéro ISBN. Et si c'est une vidéo, ça peut être une ressource interne. Donc, à voir qu'est-ce que j'utilise comme référence. Je pourrais avoir en titre. Par exemple, je pourrais en avoir alors l'auteur. L'auteur, alors ici, utilisateur. Alors là, c'est intéressant. Alors, auteur, même chose, on pourrait avoir plusieurs auteurs. Alors, du coup, je découvre ici que peut-être j'ai un concept qui m'a échappé et ici, je pourrais avoir éventuellement un auteur qui est lié à cette ressource. Alors pourquoi j'en fais une classe séparée? Déjà, c'est un concept séparé, c'est pas l'auteur, c'est pas la ressource elle-même. Donc, j'en crée une ressource séparée. Et cet auteur, finalement, une ressource pourra avoir un auteur, un livre pourra être écrit par une personne, mais il pourra aussi être écrit par plusieurs personnes. Donc, éventuellement, une ressource, plusieurs auteurs, et un auteur pourra écrire, bien sûr, plusieurs livres. Et quand je mets les auteurs ici, je pourrais mettre tout aussi bien les éditeurs. Ici, éventuellement, on a des choses qu'on peut ajouter. Et c'est en détaillant ça que je m'en aperçois. Alors, on a le titre. Qu'est-ce qu'on peut avoir? On a les auteurs, on a l'éditeur, le publisher, donc l'éditeur, etc., etc. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Donc, vous allez réfléchir pour chaque classe aux éléments que vous allez mettre là-dedans. Et sachez que chaque attribut, alors dans le domaine objet, on pourrait avoir un attribut qui est une liste ou un attribut qui est en dictionnaire. Et donc, un attribut qui contient plusieurs informations. En base de données, un attribut va se traduire par une colonne. Et une colonne ne peut contenir plusieurs informations. Donc, par exemple, erreur typique du P5, ici, je vois souvent, pas magasin, mais en aliment, en produit, avec une colonne magasin ou stores, et puis j'ai ici une chaîne de caractères avec plusieurs magasins. Donc,
Ça, du point de vue modélisation, c'est quelque chose qu'on va s'interdire de manière générale. Une colonne en base de données qui va donner donc en, une colonne en base de données, donc un attribut plutôt dans le domaine objet qui va donner une colonne en base de données, ne pourra contenir plusieurs informations. Donc ici, dans hauteur, par exemple, je ne pourrais avoir une adresse, parce qu'une adresse, ça va être quelque chose qui est éventuellement une information qui se décompose. Une adresse, c'est à la fois une rue, un numéro de rue, un numéro postal, une ville, un pays parfois. Et donc, on va essayer de faire que chaque attribut de notre classe soit indisséquable. Si jamais ce n'est pas le cas, alors par exemple, si vous avez une adresse, c'est notamment pour ça que j'ai introduit l'adresse ici, parce que l'adresse me permet ici d'avoir toutes les composants d'une adresse et de lier mon utilisateur à son adresse de facturation ou à son adresse de domicile, etc. etc. Voilà. Il nous reste relativement peu de temps, donc je vais maintenant venir sur la traduction en base de données. Ici, il est très probable que vous passiez peut-être les 2 semaines du P6, ou peut-être des fois 3 semaines, mais les 2 premières semaines du P6, à travailler sur votre modèle de données, sur le diagramme de classe. Si vous faites bien les choses et que vous partez comme moi très général et ensuite en commençant à détailler petit à petit, c'est effectivement que vous aurez l'impression que c'est inutile. Mais vous verrez que vous allez progressivement ajouter de plus en plus de détails et qu'avec ces détails, vous allez déjà vous blinder par rapport à la base de données parce qu'au moment où vous aurez fini ce travail et que vous aurez explicité tous les attributs de chaque classe, la traduction va devenir facile. La traduction en base de données va souvent se résumer à, en tout cas dans un tout premier temps, avant de faire de l'optimisation, à ajouter éventuellement une primary key dans mes classes, à choisir des types de données. Donc ici en nom, on va le mettre en varchar et je vais devoir, pour traduire en base de données, mettre également une longueur à mes chaînes de caractères. Donc me poser la question, le nom, est-ce que si je mets 50 caractères, c'est suffisant? Est-ce que j'ai des risques que des personnes arrivent avec un nom qui est plus long? Est-ce que si le nom est plus long et que je le tronque à 50 caractères, est-ce que c'est problématique? Etc. etc. Dans une souscription, j'ai un prix. En France, vous êtes des spécialistes pour mettre des prix au centime près, chose qu'en Suisse, on ne fait jamais. Donc, par exemple, toujours me demander qu'est-ce que j'utilise comme type de données. Est-ce que j'utilise en float? Est-ce que j'utilise une chaîne de caractères pour décrire le prix? Est-ce que j'utilise en entier? Donc, je multiplie le prix par 100 pour décaler de 2 décimales et je peux éventuellement faire mes analyses de prix avec des entiers. Ou est-ce que j'utilise le type décimal, par exemple, offert par MySQL ou par PostgreSQL? Donc, là, vous allez devoir, dans la traduction, vous poser ces questions. Une fois que vous vous êtes posé les questions de où sont mes primary, quels sont mes primary keys, quels sont mes types de données, vous allez pouvoir traduire pratiquement comme une machine ce diagramme dans un modèle physique de données. Sachez qu'au moment où vous réfléchissez à vos foreign keys, les foreign keys sont toujours du côté de l'étoile. Donc ici, je sais que dans cette relation-là, j'aurai une foreign key dans ressources qui pointe vers catégorie, parce que l'étoile est du côté de ressources. Dans cette relation-là, je sais que j'aurai une foreign key qui va partir de ressources, mais qui va pointer vers type, parce que l'étoile, elle est de ce côté-là. Vous me direz, mais alors comment je fais dans cette relation-là? L'étoile est des deux côtés. Donc ici, vous n'aurez pas le choix. Dans la traduction que vous allez en faire, vous allez éliminer ceci. Vous allez ajouter une classe entre les deux. On va y arriver. Et
on va avoir deux relations plusieurs à 1. Donc plusieurs à 1 ici et plusieurs à 1 ici. C'est automatique. Donc j'aurai une foreign key là-dedans qui pointe vers ressources et une foreign key qui pointe vers playlist. J'aurai la même chose dans historique ici. Dans une base de données, je vais donc avoir les deux foreign keys qui seront dans historique parce que plusieurs à plusieurs, c'est-à-dire que la foreign key elle est ni là, ni là. Elle est au milieu. Donc ici, je vais enlever ça. Je vais enlever cette relation. Je vais baisser un peu historique. Et on va se retrouver avec une relation qui sera comme ça en base de données, avec plusieurs à 1. Plusieurs à 1. Voilà. Donc la foreign key qui pointe comme ça. Et plusieurs à 1. La foreign key qui pointe comme ça. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Ici, plusieurs à plusieurs, même chose, une table au milieu et deux foreign keys qui pointent de part et d'autre. Donc plusieurs à 1, plusieurs à 0 et plusieurs à 1. Et donc, à partir de cette analyse, vous allez très rapidement voir où sont vos foreign keys. Et vous allez commencer à le traduire sur un logiciel qui permet de faire des modèles. Alors, par exemple, ici, j'utilise un logiciel qui me permet de modéliser avec PostgreSQL. Donc, vous allez commencer à regarder ressources ici, catégories. Vous allez ajouter une table qu'on va appeler ressources. Chez moi, toutes les tables se nomment au singulier avec un ID. Puisqu'on est sur PostgreSQL, on utilise un serial pour l'ID qui sera ma primary key. Et ici, la ressource, pour l'instant, je mets que l'ID, mais vous allez bien sûr ajouter d'autres données. Hop, bien sûr, la fatigue n'aidant pas, j'ai invalidé ma table, donc ressources. Donc à ce moment-là, vous pouvez alors qu'est-ce que je fais? Voilà. Vous pouvez modéliser, voilà. J'ai une première table et une deuxième table qui, nous l'avons dit, est catégorie ici. Donc, quant à faire à ce niveau-là, on va le traduire directement en anglais. Donc, j'ai mis en S de trop à ressources. Ma catégorie, c'est un ID, c'est un serial qui est une primary key et c'est également en name qui est en varchar. Le nom de la catégorie, je ne sais pas à combien je le mets, mettons à 150. Il va être éventuellement note nulle, puisque une catégorie sans nom, je ne vois pas vraiment l'utilité. Et ok, voilà. Et ensuite, comme on l'a dit, catégorie, ressources. Ici, plusieurs à 1. L'étoile est du côté de ressources, donc on a plusieurs à 1. On va ajouter ce type de relation, one to many, one, many. Voilà. Et on aura effectivement ce type de formalisme sur un modèle physique de données, en tout cas sur un diagramme qu'on appelle entité-association. Et il est très important que dans les documents du P6, votre diagramme de classe soit un diagramme de classe UML et qu'il respecte la manière des diagrammes de classe de modéliser les choses. Et il est très important que votre modèle physique de données utilise un formalisme qui est utilisé pour le modèle physique de données, ici un diagramme entité-association.
L'avantage, si ensuite vous utilisez les bons outils de modélisation, c'est que vous puissiez éventuellement valider ces modèles et que vous puissiez ensuite éventuellement exporter directement dans une base de données ce modèle. Donc, synchroniser le diagramme avec votre modèle physique de données. C'est l'intérêt de traduire votre modélisation vers un modèle physique de données. C'est justement de pouvoir créer votre table automatiquement. Alternativement, vous pouvez éventuellement exporter automatiquement le code SQL. Voilà. À partir de ça, vous allez au P6 ajouter des données à l'intérieur de votre base de données. Et ajouter des données, ça veut dire ajouter ici plusieurs ressources, plusieurs catégories, plusieurs types, plusieurs utilisateurs, des faux historiques, des playlists, etc. Dans chaque table, vous allez ajouter des données de test et ensuite vous allez écrire des requêtes de test pour vérifier que la base de données que vous avez conçue fonctionne correctement. Et vous pouvez reprendre quelques cas d'utilisation du P4 et puis vérifier que vous arrivez avec des requêtes de base de données à finalement simuler des comportements du logiciel qui font du sens et qui sont corrects. Et éventuellement, ces requêtes de test, vous pouvez même vous en servir lors des soutenances. C'est un petit truc que je vous donne. Je demande à tous mes étudiants de préparer des requêtes en amont, ce qui fait que les mentors évaluateurs ne leur demandent jamais de faire une requête en live. Tandis que les étudiants qui se présentent devant moi sans requête en évaluation, je leur demande de faire une requête live. Et évidemment, vous vous doutez bien que ce que vous n'avez pas préparé est toujours plus difficile en conditions d'examen, en conditions de stress et tout ça. Petit truc, vraiment, faites des requêtes pour tester votre base de données parce que ça va vous assurer qu'elle se comporte correctement, mais également ça vous donnera de la matière pour montrer à autrui que votre base de données est correcte et fonctionne parfaitement. Voilà. Alors, bien sûr, sur un sujet aussi vaste, sur un projet qui soit relativement volumineux, nous n'avons pas le temps de poursuivre vraiment jusqu'à la finalisation de la base de données, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous manifester, sinon à revenir vers moi ces prochaines semaines, ces prochains jours. Voilà, donc merci à vous. Merci. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous n'en avez pas, très bonne soirée à ceux qui sont déjà, qui ont quelque chose après ou qui ont besoin de détente. Et puis ceux qui n'ont pas d'idée de questions mais qui en auraient ces prochains jours, je suis disponible sur Discord ou par email. Donc n'hésitez pas. Sinon, belle soirée à vous. Merci beaucoup Thierry, bonne soirée. Bonne soirée.